Avant d'entamer cette deuxième partie de soirée, je voudrais juste revenir rapidement sur la première conférence pour vous expliquer que ce que vous avez entendu durant 40 minutes, c'est quelque chose que les gens ont mis plusieurs mois à apprendre, comprendre, digérer, avaler, et que c'est extrêmement compliqué de vouloir tout comprendre dès le départ. Si vous êtes ressorti de cette première conférence avec plein de questions, plein d'interrogations, des doutes, des flous, c'est normal. C'est impossible de ressortir de ça en ayant absolument tout compris. Et l'objectif, en fait, justement, d'une telle entrée en matière, c'est de réussir à susciter la curiosité, l'interrogation, vous donner envie d'aller plus loin et de vouloir justement commencer à avoir les clés pour comprendre tout ce qui se passe ici. Mais vous n'avez absolument pas tout à comprendre et à retenir. Mais on va revenir dessus juste après. Il nous reste 2 conférences, et plus on va avancer dans les conférences, plus on va aller sur un ton léger. L'objectif, c'est justement de montrer que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui peut être complexe, un peu mystérieux, où il faut justement avoir quelques clés pour pouvoir les comprendre, mais que malgré tout, la communauté, elle cherche aussi à s'amuser, à s'épanouir. On s'éclate beaucoup justement à construire et à expérimenter des choses sur cet écosystème-là. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir petit à petit. Donc là, on va vraiment aller de ton de plus en plus léger. Avant de commencer, on va refaire exactement le même petit exercice, si vous voulez bien ressortir vos téléphones. Donc exactement le même site, et cette fois-ci c'est Crypto 2, puisque nous sommes sur la deuxième conférence. Cette fois-ci, vous n'allez pas arriver sur un sondage où il y aura des réponses toutes formulées. On va vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un autre projet crypto que Bitcoin? Listez absolument toutes les cryptos que vous pouvez connaître. Tout à l'heure, on a entendu parler d'Ethereum. Typiquement, notez Ethereum. Mais justement, listez un petit peu tous les projets qui vous passent par la tête. Tout à l'heure, on a dit justement qu'il y en avait 2500, donc vous pouvez essayer de tous les lister. L'objectif, c'est juste de voir un petit peu quels noms sont parvenus à vos oreilles, lesquels vous avez déjà entendu parler, et on verra justement après si on parle des mêmes ou pas. Pour juste faire un récapitulatif très bref de la conférence 1, comme je disais, c'est normal que vous n'ayez pas tout compris. S'il y a juste 3 points sur lesquels j'aimerais que vous commenciez justement à apprendre, à voir et à cerner. Le premier point que le crypto-monnaie, c'est l'essence des blockchains. Les blockchains, c'est une nouvelle façon de transmettre de l'information. Justement, tout le monde vérifie tout le monde. Les crypto-monnaies qui sont dessus sur cette technologie, c'est ce qu'on appelle de l'essence parce que c'est justement l'incitation à rendre le système viable. Mais ce n'est pas forcément le plus important. Les données infalsifiables et pour toujours, ça par contre, c'est vraiment un point qui est essentiel. La blockchain, c'est justement un des gros cas d'usage qu'elle vous apporte. C'est qu'à partir du moment où il y a suffisamment de personnes qui ont une réplique justement de cette dite blockchain, de ce registre, ça devient de plus en plus compliqué et voire impossible à falsifier. Et quand je dis pour toujours, c'est le fait que l'historique ne s'efface jamais. C'est impossible de dire à la blockchain « Bonjour, j'aimerais qu'on efface tout mon historique de ma présence sur la blockchain depuis que j'existe ». Non, ça, le droit à l'oubli, ça n'existe pas sur la blockchain. Donc voilà, il faut en avoir conscience parce que c'est pas une fois que vous avez mis des données que vous voulez pas mettre sur la blockchain qu'il faudra se dire « Mince, pourquoi je l'ai fait ?» Et la décentralisation, je pense que j'ai suffisamment insisté dessus lors de la première conférence. C'est le principe que justement, tout le monde est son propre chef, tout le monde se contrôle et tout le monde contrôle les autres. Et on n'a plus d'autorité centrale qui permet justement de faire une vérification. En 2009, Bitcoin était donc la seule crypto, était seul. Aujourd'hui, ce n'est clairement plus le cas. Là, je vous affiche un site qui s'appelle CoinMarketCap. C'est un site que les gens vont consulter très très souvent lorsqu'ils sont dans l'écosystème crypto-monnaie au quotidien. C'est le site qui nous permet justement de surveiller les prix de nos crypto-monnaies. Donc c'est souvent là où les gens vont faire des crises cardiaques ou sauter au plafond.
en fonction des journées. Là, on était sur une journée plutôt rouge, qui ne plaît pas forcément aux gens, mais voilà. Un chiffre qui est intéressant, je ne sais pas si j'ai réussi à vous le montrer, non, je ne pense pas. Mais tout en haut, on peut lire 2509, donc c'est le nombre de crypto-monnaies. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y en avait à peu près 2500, j'étais quand même plutôt bon. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir qu'aujourd'hui, Bitcoin n'est absolument plus du tout seul. Tout le monde a essayé de monter des projets. Il y en a qui sont plus viables que d'autres. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques grands projets avec leur vision, pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils essayent d'apporter en plus de Bitcoin. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Justement, c'est les nouveaux besoins, les nouvelles technologies. Et on va aussi passer sur une crypto-monnaie principalement, parce que dans l'écosystème des cryptos, on peut faire des essais, on peut même faire juste des blagues, et on peut se rendre compte de temps en temps que ces blagues justement prennent des ampleurs un peu plus grandes que prévu. On va juste aller voir si vous avez répondu un petit peu au sondage. Alors, Bitcoin, oui, forcément. Ethereum, Ripple, Libra. Ah, très intéressant, on a du Libra qui apparaît. Très bien. Cash, XRP, DZ Power, Pax, Monero. Zinecoin, ok, qui fait. Alors je ne sais pas si c'est parce que ça fait l'actualité ou pas que Zinecoin est là-dedans, mais c'est très intéressant. Non, Rose, Misgo. Ok. Donc il y a quand même beaucoup de noms qui apparaissent. Forcément Bitcoin au centre, ce qui paraît logique. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir Libra. C'est quelque chose qui est très récent quand même. Mais c'est drôle de voir justement que la force d'une entreprise comme Facebook peut permettre de transmettre ça. Ok. Et bon, on va revenir sur quelques-unes de ces cryptos-là. Alors tout d'abord, on va commencer par le roi, The King, donc Bitcoin. Alors oui, je vous en ai déjà parlé dans la conférence 1. Mais Bitcoin, depuis 2009, il a fortement progressé. Tout à l'heure, on parlait de problèmes de scalabilité qui sont arrivés principalement fin 2017, début 2018. Comme je disais, les développeurs ont travaillé fort pour justement proposer le Lightning Network qui permet justement de répondre à ces problèmes de scalabilité, rapidité et aussi qui permet d'éviter les frais. Un des avantages des crypto-monnaies sur lequel je ne suis pas revenu dans la première conférence qui avait déjà suffisamment d'informations, c'est que souvent on dit que c'est un moyen de transfert de valeur où on a beaucoup moins de frais qu'avec un compte standard bancaire. Mais avec Lightning Network, Bitcoin a réussi à réduire encore cela. Juste pour vous l'expliquer très très brièvement, on va faire un jeu. Donc c'est un jeu entre Satoshi et Roger. Alors certains auront la référence, pas tout le monde, mais c'est comme ça. Game of Thrones, la dernière saison, 6 épisodes. À chaque épisode, Satoshi et Roger ils font un pari entre eux. Si il y a au moins un des héros principaux qui meurt, Satoshi il gagne 0,1 Bitcoin. Sinon, c'est Roger qui gagne 0,1 Bitcoin. Le jeu est quand même plutôt simple, les règles aussi. 6 épisodes, à chaque fin d'épisode, on donne de l'argent à celui qui a gagné. Avant, Bitcoin commence à marcher, donc c'est à gauche, c'est sans Lightning Network. On avait 6 épisodes, donc du coup, 6 fois un passage de Bitcoin. 6 fois, on devait donner un Bitcoin à l'un ou à l'autre. Ça faisait 6 transactions, donc ça faisait 6 fois des frais et 6 fois 10 minutes à attendre. Il faut savoir que justement, c'est pour qu'un bloc soit validé sur la blockchain Bitcoin, donc pour que toutes les transactions soient validées, il faut attendre 10 minutes. Donc du coup, c'était de l'attente, des frais, et ça, 6 fois. Avec Lightning Network, il y a une solution qui a été trouvée et qui a été de se dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de noter toutes les transactions sur une blockchain. Ça revient justement aussi à une des questions d'avant qui demandait la blockchain va grandir de plus en plus, c'est vrai, mais on a aussi des solutions pour mettre de moins en moins de choses sur la blockchain. Lightning Network dit quoi? En fait, on va faire un jeu, mais tout ce qu'il y a au milieu du jeu, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut savoir exactement, c'est combien est-ce que Satoshi et Roger ils ont au début et combien est-ce qu'ils ont à la fin du jeu. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va faire une transaction au tout début du jeu, une transaction à la toute fin du jeu, et entre, on va juste se faire des promesses. Satoshi va promettre à Roger de lui donner de l'argent, ou Roger va promettre à Satoshi de lui donner de l'argent. C'est le principe de Lightning Network, et de se dire justement qu'on n'a pas besoin de tout noter.
Je ne sais pas si ici des gens sont en colocation, mais moi, pour en avoir fait, quand on est dans une colocation, on a forcément des frais qui sont partagés entre plusieurs personnes. Sauf que quand on va faire les courses, on ne demande pas à la caissière de séparer les courses en 3. Il y a une personne qui paye les courses pour 3. Après, quand on arrive au moment de la colocation, dans l'appartement, on va prendre un bout de papier, on va écrire sur le tableau « j'ai payé les courses pour telle somme ». Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va accumuler ce que chacun justement a payé tout le long du mois. Et une fois à la fin du mois, tous les colocataires vont regarder ce que chacun a dépensé, vont faire leur petit calcul. Ah bah toi, tu me dois tant. Et les gens ne vont pas aller s'amuser à faire un paiement entre colocataires à chaque fois qu'il y a une dépense qui est faite. On va faire la dépense une fois à la fin du mois avec la somme totale. Lightning Network, c'est exactement pareil. Lorsqu'on sait qu'on va avoir des paiements récurrents à faire, qu'on va avoir plusieurs transactions à faire, pourquoi les faire à chaque fois? On peut juste s'amuser à les noter, à faire les sommes et les soustractions à la toute fin et faire une seule transaction qui fait un global de tout ça. Ça nous permet d'économiser énormément de transactions. Ça, c'était la première évolution qu'on a depuis 2009, qui est pour Bitcoin et qui permet justement d'aller beaucoup plus vite. Le Lightning Network, c'est quelque chose qui aujourd'hui permet de s'amuser avec les crypto-monnaies, et ça pour très facilement. Et on le verra dans la troisième conférence, puisqu'on manipulera un petit peu Lightning Network. Le dauphin, Ethereum. Alors Ethereum, on en a parlé justement durant les questions, il est revenu. C'est la deuxième crypto-monnaie. Et pourquoi Ethereum est apparu? Ça a été créé en 2015 par l'homme que vous voyez ici, qui s'appelle Vitalik Buterin. À la base, Ethereum ne devait pas être une crypto-monnaie. Ça fait partie justement des essais qui ont pris un peu plus d'ampleur que prévu. En fait, Vitalik, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est un programmeur qui justement adore faire plein de choses et qui a dit « Bitcoin, j'arrive pas à programmer exactement ce que je veux dessus, je vais essayer d'améliorer la chose ». Finalement, une nouvelle monnaie est née et ça s'appelle Ethereum. Qu'est-ce que permet Ethereum? La principale atout, c'est les smart contracts. Qu'est-ce qu'un smart contract? C'est le fait de faire ce qu'on appelle donc un contrat intelligent et surtout un contrat sans avoir besoin d'un tiers de confiance. On en revient toujours à la même chose, justement, comment se passer d'un tiers au milieu qui vérifie les choses. Typiquement, un exemple, vous prenez l'avion. Votre avion, il a du retard. Quand vous atterrissez, vous avez le droit de remplir un formulaire pour demander à la compagnie aérienne de vous rembourser votre billet d'avion. Ça demande du temps, de la paperasse, de l'administration. Et la plupart du temps, les clients ne vont même pas au bout des démarches parce que finalement, on n'a pas envie, on a la flemme, c'est trop long, c'est trop compliqué. Un smart contract, ça veut justement répondre exactement à ce problème-là. C'est un problème en fait finalement qui est super simple. C'est si l'avion a du retard, alors je rembourse. Donc un smart contract justement pourrait exactement répondre à ça. Une compagnie aérienne souscrit un smart contract, dit si mon avion il a du retard, alors regardez tous les clients de cet avion et leur rembourser leur billet. Pour ce cas précis, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément rentable pour une compagnie aérienne de vouloir mettre ça en place, mais en fait, pour le coup, ça l'est parce que faire des démarches administratives pour rembourser les quelques clients qui font justement ces démarches-là, c'est très coûteux, ça demande justement d'embaucher des gens qui vont aller faire de la paperasse et tout ça, et puis même pour une question d'image, c'est quand même bien plus simple. Les smart contracts, c'est justement pour tout ce qui va être des échanges simples à vérifier, d'automatiser tout ça. Tout à l'heure, on parlait de Satoshi et de Roger qui faisaient des paris, ça pourrait être exactement ça. On fait un pari, par exemple, sur un match de foot. Si la France gagne contre l'Allemagne, alors on donne la récompense à A. Et si c'est l'Allemagne qui gagne, alors on donne la récompense à B. Ça, typiquement, ça peut être fait dans un smart contract. Et on n'a plus besoin de faire confiance à la personne avec qui on fait le pari. C'est un programme informatique qui va le faire tout seul. Tokenisation. La tokenisation ERC20, ERC721 et ICO, sans rentrer dans les détails, c'est exactement ce qui a permis le boom du nombre de cryptos sur le marché. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait 2500 crypto-marchés, 2500 crypto-monnaies. La plupart, justement, proviennent de Ethereum grâce à cette tokenisation qui rend facile la création d'une nouvelle crypto. Le valet, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash est une monnaie qui est encore plus récente, puisqu'elle date de 2017. Roger Ver est un des emblèmes justement de cette monnaie. Elle est née d'un fork. Alors un fork, c'est un terme qui est important à introduire, parce que tout à l'heure, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe si jamais le code il se fait hacker.
qu'est-ce qui se passe si jamais on décide de modifier le code? Et j'ai répondu à cette question en disant qu'il fallait que plus de la moitié des personnes l'acceptent, ce code-là, pour qu'il puisse survivre. Et en fait, il y a encore une autre solution qui peut exister. C'est que les gens disent, bah, je suis peut-être pas majoritaire, mais moi je suis vraiment content de ma modification et j'ai envie qu'elle continue à vivre. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Ils n'étaient pas d'accord sur un terme informatique dans le code de Bitcoin. Et là, du coup, on a eu une scission entre les gens qui ont décidé de continuer sur Bitcoin. Voilà, nous, on n'accepte que ce code-là, l'ancien code. Et les gens qui ont décidé de prendre le nouveau code, donc du coup, qui sont passés sur Bitcoin Cash. Le Joker. Le Joker, dans un jeu de cartes, il ne sert pas à grand-chose. On l'utilise dans quasiment aucun des jeux. Et pourtant, quand on l'utilise, c'est souvent une des cartes les plus fortes. Ici, on est en création en 2013, donc c'est quand même assez vieux, d'une crypto qui est un mème. Alors un mème sur Internet, c'est une blague récurrente. Et donc là, son inventeur a voulu montrer que les cryptos, c'était pas forcément rationnel, que c'était pas forcément sérieux, et s'est dit, je vais inventer une crypto. Elle sert à rien. Elle est inutile. C'est une blague. Faites-en ce que vous voulez. Le créateur de cette crypto-monnaie-là est devenu millionnaire. Parce que les gens lui ont donné de la valeur à cette crypto-là. Des gens ont acheté cette crypto-là. Des gens ont fait vivre cette crypto-là. Et aujourd'hui, on a une vraie communauté qui est active derrière cette crypto-là. C'est parti d'une blague, vraiment. La personne, justement, décrivait cette crypto comme la crypto inutile. Et les gens l'ont quand même adoptée. Pour la petite anecdote, cette année, lors du 1er avril, Dogecoin a décidé de lancer un sondage sur son compte Twitter où ils ont demandé qui devait être leur prochain patron. Et dans le sondage, on avait Donald Trump, si je ne me trompe pas, on avait Elon Musk, donc voilà, et Jack Dorsey, le président de Twitter. C'est Elon Musk qui a gagné le sondage. Et Elon Musk a répondu à Dogecoin qu'il était d'accord pour devenir leur président. Et pendant quelques jours, nous avons eu le droit en biographie de Twitter de Elon Musk qu'il était le président de Dogecoin. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent se passer tous les jours dans les crypto-monnaies. On part d'une blague, ça prend beaucoup trop d'ampleur, mais tout le monde en rigole, et c'est très drôle comme ça. Ici, je vous ai présenté quelques crypto-monnaies, autres que Bitcoin, parce qu'elles apportent quelque chose de différent. Mais en soi, si on voulait toutes les parcourir, ce serait vraiment impossible. Ici, vous pouvez voir plein de crypto-monnaies. Je serais incapable de vous citer toutes les crypto-monnaies qui sont présentes ici. Il en existe plus de 2500. Ils s'en créent tous les jours, ils s'en perdent tous les jours. Et c'est vraiment un écosystème qui est vivant et qui change tous les jours. Ce graphique, qui peut paraître complexe au premier abord, montre la force des crypto-monnaies les unes par rapport aux autres. À la fin de la première conférence, on m'a demandé si Bitcoin serait toujours le maître directeur du marché, si ce serait toujours le premier sur le marché. Ce que vous pouvez voir ici, en orange, c'est la position de Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Donc vous pouvez voir que Bitcoin, dans les premières années, forcément, puisqu'il était un des seuls à exister, était très fortement dominant. On a connu des phases un peu plus troubles, notamment en juillet 2017 et en janvier 2018, qui correspondent à des périodes où Bitcoin a très fortement chuté en valeur et où d'autres monnaies comme Ethereum ont justement réussi à grimper en valeur. À un moment, on a même pensé que Ethereum passerait devant et serait justement le nouveau leader de marché. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que Bitcoin est en train de rattraper son retard. Et honnêtement, pour le futur, on est incapable de répondre à cette question-là. Mais les crypto-monnaies dont je vous ai parlé ici, elles ont toutes été créées par monsieur et madame tout le monde, par des gens qui avaient des idées, qui avaient envie de les appliquer, qui avaient envie de les lancer, et qui ont demandé de l'aide après à la communauté de venir les rejoindre, de venir les soutenir. Depuis quelques temps, depuis un peu un an et demi, je dirais maintenant, on commence à voir justement les grands de ce monde, les grandes entreprises principalement, qui ont décidé d'entrer dans le jeu et de se frotter un petit peu aux crypto-monnaies et de voir qu'est-ce que ça pouvait être. Et notamment, dans le sondage de tout à l'heure, vous m'avez cité Libra.
Et Libra a fait beaucoup de bruit parce que Libra, c'est une crypto-monnaie qui est proposée par Facebook. Aujourd'hui, justement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les grandes entreprises ont compris qu'il y avait un véritable enjeu derrière les crypto-monnaies et qu'ils pouvaient essayer de les utiliser pour réussir à avancer. Libra a été lancé donc par Facebook et se propose justement comme une alternative aux banques. C'est aujourd'hui la seule chose qui n'est pas accessible par une entreprise privée. Aujourd'hui, une entreprise privée ne peut pas servir de banque. Pourtant, elles l'essayent toutes. On peut citer Apple, qui a lancé sa carte de crédit, Apple Pay, donc Facebook, qui cherche à comment monétiser de plus en plus justement sa communauté, et ainsi de suite. Et les crypto-monnaies, en fait, arrivent comme une réponse toute trouvée, puisque comme on a dit, elles sont non censurables. Et finalement, Facebook, en lançant Libra, ils ont dit aux banques et au gouvernement, vous voulez pas que nous soyons une banque? Ok, bah en fait on s'en fiche parce que les crypto-monnaies, vous pouvez rien y faire. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ce projet qui a été lancé, qui peut être prétendument dangereux pour Facebook, parce qu'ils peuvent se mettre beaucoup de monde à dos, ils ont été suivis par énormément d'entreprises. Là à droite, vous pouvez voir toutes les entreprises qui ont décidé de soutenir Facebook dans son projet et de rejoindre le projet avec Facebook. Donc vous avez des entreprises comme Spotify, Visa, Mastercard, Stripe. C'est des grosses entreprises qui aujourd'hui ont dit « Ok, les crypto-monnaies, en fait, ça existe depuis 10 ans, ça a l'air de bien tourner, les gens arrivent à utiliser ça, ça commence à prendre de l'ampleur, peut-être qu'il est temps qu'on s'y intéresse et qu'on commence à pousser dedans. » Et ce que je trouve très intéressant ici, c'est justement de voir que si des grosses entreprises comme celle-ci arrivent à y voir un intérêt, c'est que ça fait déjà quelques temps qu'elles commencent à s'intéresser à ça, à se documenter dessus, et qu'aujourd'hui, elles ont pris le pari qu'elles avaient plus à y gagner qu'à y perdre. Facebook n'est pas le seul à essayer de faire sa crypto-monnaie. On peut citer Walmart avec son stablecoin, donc une crypto-monnaie qui n'est pas censée changer de valeur. Telegram qui veut sortir son Ton. Donc cette crypto, pour le moment, c'est assez obscur. On ne sait pas exactement ce que veut faire Telegram. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils doivent la sortir avant fin octobre. Mais on a aussi d'autres pays, comme la Chine, qui a décidé de lancer sa propre crypto-monnaie nationale. Alors dit comme ça, on ne comprend pas trop pourquoi un pays pourrait vouloir sa propre crypto-monnaie. Et pourtant, ça s'explique par l'actualité financière du moment, puisque aujourd'hui, les États-Unis et la Chine se font la guerre en permanence justement sur leur monnaie. Et donc la crypto-monnaie de la Chine pourrait justement permettre de se détacher un peu plus du dollar et de se détacher un peu plus de l'emprise des États-Unis. Et on voit bien ici que maintenant, les crypto-monnaies ont pris un enjeu totalement différent de juste faire joujou dans sa chambre, et que les pays justement commencent à y voir un intérêt dans la non-censure et dans sa capacité justement à s'émanciper du système actuel. En conclusion de cette conférence, ce qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin n'est plus la seule crypto-monnaie aujourd'hui. Elle l'a été pendant quelques temps, mais aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. Et il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui tentent d'apporter leur plus-value justement à cet écosystème-là. Et les crypto-monnaies évoluent parce qu'elles ont donc une communauté et du temps. Bitcoin ne ressemble plus du tout au Bitcoin qui a été fait en 2009. Mais aussi la force de la communauté, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on a pu voir justement avec Dogecoin, qui est justement une crypto-monnaie qui avait été créée pour être une simple blague, qui a fini par rendre millionnaire son créateur et qui aujourd'hui existe toujours, alors que finalement elle avait strictement aucune raison d'exister. Et c'est justement là la force des crypto-monnaies, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur justement une entreprise qui va essayer de pousser et de tirer un projet vers le haut, c'est justement la force de chacun qui peut faire ça. Et beaucoup aiment justement cela, cette idéologie de moi, à ma mesure, je peux vraiment apporter quelque chose, je peux changer les choses et j'ai un vrai pouvoir de décision sur ce qui peut se passer demain sur une possible monnaie. Ça va être la fin pour cette conférence. Est-ce que vous avez des questions concernant justement ces monnaies alternatives au Bitcoin? Oui, j'ai une question sur les sociétés qui créent des crypto-monnaies. Vous parliez d'actifs. Est-ce pour eux une valeur de spéculation sur leur capital
ou aussi une manière d'échanger, c'est-à-dire de faire des transactions avec leurs clients? Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, dans le sens où on n'a pas encore de crypto-monnaie développée par une entreprise qui tourne et qui est vraiment éprouvée sur le temps. Mais si on prend Libra, qui est la plus avancée, et qui est celle pour laquelle on a le plus d'informations aujourd'hui, ce n'est absolument pas pour la spéculation qu'elle a été créée. Sans rentrer trop dans les détails techniques de Libra, elle est soutenue par des monnaies traditionnelles qui fait que sa valeur ne doit pas changer. Facebook ne veut pas que sa crypto-monnaie prenne ou perde de la valeur. Par contre, son intérêt, c'est qu'avec justement toutes les entreprises qui soutiennent le projet Libra, ils aient un moyen d'échanger entre eux de l'argent sans avoir à passer par des banques. Donc imaginons, on a tous, ou presque, un compte Facebook, Messenger pour pouvoir échanger des messages. Si demain, je vais sur mon site Spotify pour écouter ma musique et qu'on me propose de payer en Libra directement à partir de mon application Messenger, c'est ça, eux, qui recherchent. C'est qu'on n'ait plus à sortir de leur système, qu'on se passe des banques, mais plus que se passer des banques, c'est rester enfermé dans leur système. Par exemple, j'achète un billet d'avion avec Libra. Comme la blockchain est publique, par exemple, il y a Uber, si je ne me trompe pas, dans Libra, oui. Uber pourra consulter ça, voir que vous avez acheté un billet d'avion, hop, vous proposez un chauffeur qui vous attendra à l'arrivée de votre avion, que vous pourrez payer en Libra, et ainsi de suite. L'objectif, c'est justement de créer des un moyen d'échange de valeur qui va se passer des banques, qui va rester interne à un système et qui va permettre aux entreprises de créer justement un circuit privilégié envers certaines entreprises. Et d'ailleurs, ça se voit dans la politique de Facebook, lorsqu'ils recrutent les entreprises qui vont participer au projet Libra. Ils n'acceptent pas n'importe qui, ils acceptent uniquement les leaders de chaque marché. Ça ne les intéresse pas spécialement d'avoir, par exemple, 50 livreurs de véhicules en même temps. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le leader du livreur de véhicules, le livreur par exemple, de marchandises, le livreur de bouffe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils veulent que leur écosystème soit complet pour répondre à absolument tous vos besoins, pour que vous ayez justement dans un circuit interne, sans jamais avoir à sortir de leur monnaie à eux. Oui, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas un peu contraire à l'esprit des crypto-monnaies? Parce que dans le cadre de Libra, on s'aperçoit qu'on atterrit sur un monopole et que c'est extrêmement centralisé. Oui, l'objectif, c'est que justement, ce ne soit pas une entité qui contrôle en effet, qui est le pouvoir de décision. C'est le principe des crypto-monnaies et des blockchains. Libra est fortement critiqué en effet pour cette semi-centralisation ou semi-décentralisation, on peut appeler ça comme on veut, dans le sens où ici vous avez justement le nombre, les validateurs de transactions. Donc il n'y en a pas qu'un seul, Facebook ne sera pas l'unique à pouvoir décider. Toutes les entreprises qui sont ici décideront au même titre que Facebook, et en tout elles seront 100. Donc il y aura 100 validateurs qui pourront choisir. Mais en effet, rien n'empêche ces entreprises-là de se mettre d'accord entre elles, ce qui est beaucoup plus facile quand on est 100 plutôt que quand on est des milliers, voire des millions. Et donc, on a cette crainte, et la communauté crypto-monnaie, entre guillemets, puriste, si je peux dire ça ainsi, ne partage pas l'idéologie qu'il y a derrière Libra. Après, on peut aussi avancer certains arguments, comme par exemple EOS, qui est une autre crypto-monnaie dont on n'a pas parlé ici, mais qui ne comporte que 21 validateurs. On a des crypto-monnaies aujourd'hui comme qui existent malgré tout, avec très peu de validateurs et dont la communauté ne râle pas plus que ça. Donc voilà. Ici, on a plus peur parce qu'en effet, c'est Facebook, parce que c'est vos données, parce que justement, les gens ont peur de donner encore plus de données à Facebook. Aujourd'hui, la seule chose qui manque à Facebook sur vous, c'est pas le nom de votre chien, c'est pas votre date de naissance, c'est bien comment vous dépensez votre argent. Et en fait, c'est ce qui fait extrêmement peur derrière le projet de Libra, c'est que Facebook finalement réussisse avec ça à obtenir la dernière information qui manque sur vous, qui sont vos habitudes financières, qui leur permettraient justement de pouvoir vous proposer encore plus de choses derrière. Donc dans ce cadre de figure, est-ce que vous pensez que l'avenue de Libra sur le marché des crypto-monnaies va servir la crypto-monnaie ou plutôt la desservir par rapport à la réaction qu'il pourrait y avoir des États? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée et pour moi, à mon sens, c'est quelque chose qui va servir en fait le monde des crypto-monnaies dans le sens où
c'est pas la première fois qu'une entreprise va essayer de prendre possession de vos données ou choses comme ça. C'est juste que là, ils vont le mettre en forme avec une crypto-monnaie. Mais les gens, une fois qu'ils vont chercher un peu, ils verront qu'il y a de fortes différences. Et moi, par contre, là où je pense que c'est un vecteur qui peut être très important, c'est que Libra va apporter de la visibilité sur les crypto-monnaies à un nombre insoupçonné de personnes. Le nombre de personnes qui ont un compte Facebook et qui ont un compte Messenger, quand ils verront arriver Libra, quand ils se renseigneront, qu'ils verront que ça s'appelle une crypto-monnaie, quand ils taperont crypto-monnaie sur Google, ils trouveront très rapidement Bitcoin, ils trouveront très rapidement Ethereum. Et typiquement, le jour où Libra est passé au journal TV, c'était sur TF1 si je ne me trompe pas, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé pour me demander, j'ai vu Libra à la télé, est-ce que c'est pareil que Bitcoin ? Ma grand-mère, qui ne sait pas forcément ce que c'est que Bitcoin, on avait juste entendu parler comme ça de temps en temps, grâce à Libra, s'est un peu plus intéressée à tout ça. Et pour moi, c'est justement typique de ce qui pourrait se passer avec l'avenue de Libra, c'est que ça va intéresser beaucoup plus de personnes aux crypto-monnaies qu'il y a aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Il y avait une question derrière, je crois. Vous disiez que le monde bancaire est assez dominant finalement aujourd'hui. Et là, vous expliquez qu'une crypto-monnaie peut être créée avec quelques personnes ou quelques entreprises. Qu'en est-il du jour où les systèmes bancaires vont vouloir créer leur propre crypto-monnaie et quelle va être la régulation de l'État par rapport au système bancaire ? Aujourd'hui, ce qu'on observe dans le monde bancaire, c'est une réaction assez schizophrène aux crypto-monnaies, dans le sens où publiquement, elles vous annoncent qu'elles sont 100% contre, que c'est le mal, que c'est qu'une arnaque, que ça vaut zéro. Elles vous empêchent d'en acheter. Elles font tout pour freiner ça à fond. Mais en même temps, d'un autre côté, elles se renseignent dessus et elles commencent à construire dessus. On a JP Morgan qui est en train de développer sa crypto-monnaie, la JP Morgan Coin. On a beaucoup de banques qui sont en train justement d'essayer de créer leur crypto-monnaie, d'essayer d'expérimenter avec leur crypto-monnaie. Le seul souci, c'est qu'elles... Enfin, souci. Elles ne font pas des crypto-monnaies, par exemple, comme Bitcoin ou Ethereum, qui peuvent avoir une valeur changeante. Elles ont plutôt tendance à faire des crypto-monnaies qui, comme Libra, auront une valeur stable pour faire des échanges interbanques, en fait. Elles ont pour l'instant compris qu'il y avait un intérêt à pouvoir faire des échanges très rapidement, avec beaucoup moins de frais, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir un validateur qui va prendre du temps à tout vérifier. Mais elles ne cherchent pas à remplacer leur système actuel pour le moment avec des crypto-monnaies. Parce que l'argent qu'elles ont entre les mains, la monnaie fiduciaire, leur apporte beaucoup trop d'avantages aujourd'hui par rapport aux crypto-monnaies pour pouvoir s'en passer. Parce qu'elles savent très bien qu'une fois qu'elles lanceront une crypto-monnaie, si jamais la crypto-monnaie est au sens propre de la définition, c'est-à-dire décentralisée, elles perdront totalement le contrôle dessus en fait. Donc elles auront plutôt intérêt à faire des crypto-monnaies interbancaires uniquement, puisqu'entre elles arriveront toujours à s'arranger, mais pas forcément à faire des crypto-monnaies à destination de leurs clients. Et juste, il y avait une partie sur la régulation par rapport aux États. Il n'y aura pas plus de régulation pour une crypto-monnaie standard. Aujourd'hui, Libra est énormément embêté, notamment par le Sénat américain, qui essaie à tout prix d'empêcher le lancement de Libra. Mais en interne, au niveau de Facebook, ils savent très bien qu'ils ont absolument toutes les clés pour lancer Libra s'ils le veulent et qu'il n'y a aucune régulation qui peut empêcher un tel lancement. Donc même si une banque veut créer une crypto-monnaie, finalement, on ne pourra rien leur faire à ce niveau-là. Mais ce n'est pas dans leur intérêt de créer une crypto-monnaie décentralisée à destination de tous leurs clients aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, je propose qu'on fasse une deuxième pause ici. Et on va se retrouver ensuite pour une troisième conférence où on va essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec tout ça. À tout de suite.